Sous la fac de lettres de Besançon, où des milliers d'étudiants passent chaque jour, se trouve une domus, une demeure romaine. Je vous propose d'aller à la découverte de cette merveille enfouie sous terre. Bien le bonjour jeunes gens, alors aujourd'hui on se retrouve à la faculté de lettres de Besançon. Donc on va visiter une domus, une villa romaine qui se situe juste en dessous. Et nous sommes en compagnie de Emma. Donc enchantée, je me présente, je m'appelle Emma Barceau. Je viens de terminer ma seconde année en double licence d'histoire de l'art, archéologie et lettres classiques. Et donc comme l'a dit Benjamin, c'est moi qui vais vous faire découvrir les secrets de cette domus cachée sous la faculté. Donc tout d'abord, je pense qu'il est important de préciser que cette domus n'est pas un cas isolé. Elle s'inscrit dans un contexte de plusieurs domus de ce type riches qui ont été découverts donc localement sur Besançon. Nous en avons une notamment sur le parking de la mairie, une qui a été retrouvée en dessous du palais de justice et une dernière sous le collège Lumière, qui est aussi appelée Maison de Neptune, en raison de la magnifique mosaïque qui a été retrouvée et qui est exposée d'ailleurs au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon, que je vous invite à aller voir. Et donc évidemment, comme il y a plusieurs domus, je trouve ça important de pouvoir contextualiser ces domus dans le Besançon gallo-romain. Il y a un truc quand même que je trouve impressionnant, c'est que toutes ces domus se retrouvent généralement sous terre, sous la ville. Donc ça veut dire clairement que la ville romaine était un étage plus bas, quoi. Sous terre, vraiment totalement enfouie. On en rediscutera un petit peu tout à l'heure. Ouais. Mais effectivement, on sait qu'il y a vraiment une ville sous la ville de Besançon, mais qui est malheureusement inaccessible à cause des institutions modernes. Après, on retrouve quand même de temps en temps de belles découvertes, comme récemment sur la place des Beaux-Arts, la magnifique mosaïque qui a été découverte. Donc voilà, peut-être que dans le futur, on en découvrira encore. Peut-être, oui. Ou même dans 1000 ans, ça sera finalement notre ville qui sera découverte par d'autres personnes. Peut-être. Donc voilà, déjà pour commencer, je dirais que le tout premier nom que nous connaissons à Besançon, c'est évidemment Vezencio, que vous connaissez sûrement. On sait qu'il y a des traces d'occupation antérieures à ça, mais notamment au néolithique où on a vraiment beaucoup de trouvailles archéologiques, mais on ne connaît vraiment pas d'autres noms. Donc Vezencio, qu'est-ce que c'était? C'était un oppidum. Un oppidum, c'est une ville en hauteur fortifiée qui était entourée d'une enceinte nommée Murus Gallicus, à ne pas confondre avec l'actuelle enceinte qui a été construite au XVIIe siècle par Vauban. Celle-ci, elle date du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc bien antérieure. Ça remonte bien loin. Donc Jules César dit dans la guerre des Gaules qu'il s'agit du plus grand oppidum de Séquanie, donc ce qui en fait donc sa capitale. Et donc qu'est-ce que la Séquanie? C'est l'ancien nom de la Franche-Comté, tout simplement, qui correspond plus ou moins approximativement aux mêmes frontières. Et donc, justement, qu'on parlait des nombreux points qui ont été retrouvés au centre-ville, donc on a actuellement plus de 200 points archéologiques qui ont été retrouvés dans la boucle et ses alentours proches, donc ce qui est quand même considérable. Pour précision, la boucle, du coup, c'est le Grand Besançon. Oui, voilà. C'est Grand Besançon. Pour les personnes qui ne sont pas forcément de Franche-Comté, on l'appelle la boucle parce qu'on a le Doubs qui fait vraiment une boucle autour de Besançon. Et donc, cette fameuse domus a été découverte en 1921 grâce à monsieur Petit Didier, le directeur de la Banque de France byzantine, dont le terrain est maintenant juste derrière, mais à l'époque, cette zone appartenait aussi à eux. Et donc, lors de fouilles préventives, il a découvert 6 pièces, 4 mosaïques et un hypocauste. Donc vraiment une découverte considérable, mais pourtant il savait que ça s'étendait plus, mais il n'est pas allé plus loin dans ses recherches. Pour ça, il faut attendre les années 50, quand la fac va racheter tout ce terrain, justement pour construire le pavillon archéologique qui se trouve derrière nous. Et donc là, c'est Lucien Lerat, qui est un grand historien, archéologue et helléniste, qui a notamment fait des fouilles à Delphes, beaucoup à Besançon, et aussi peut-être vous connaissez dans le Jura à Villard-d'Eria. Et donc c'est vraiment lui qui va approfondir ses recherches, il va couvrir un terrain beaucoup plus vaste, et il va découvrir des niveaux plus profonds dans la domus, qui sont antérieurs, vraiment, puisque du coup elle date de plusieurs époques, cette domus, on en reparlera un petit peu après, et donc c'est vraiment lui qui va faire beaucoup de découvertes. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a donné son nom à la crypte en son hommage. Ah, d'accord. Et donc, malheureusement, tout ce qu'il avait découvert, la majorité a été réenfoui aujourd'hui. Par exemple, pour ceux qui connaissent un petit peu la faculté, sous l'amphi d'Onslow, il y avait un édifice, on ne sait pas trop sa nature, peut-être publique ou cultuelle, qui était justement lié, rattaché à cette domus.
et que maintenant nous ne pouvons plus le visiter. Nous avons conservé seulement les parties de découverte en 1921. Ok, oui. Là, c'est plutôt 52-53, ces fouilles qui sont là. En revanche, si nous avons bien gardé quelque chose de ces fouilles, ce sont tout le mobilier, car le mobilier de 21 a complètement disparu. On ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il l'a emporté, on n'a aucune idée d'où il est passé. Donc voilà, au moins nous avons pu conserver, grâce à Lucien Laura, une grande partie du mobilier. Donc je vous laisse me suivre. Donc nous allons maintenant entrer dans le musée qui a été aménagé à partir des trouvailles de cette domus. Donc voilà, c'est un petit musée universitaire. Donc la plus grande partie des collections, ce sont des amphores, qui étaient notamment utilisés pour stocker le vin, l'huile, les sauces, même le poisson, ou de la vaisselle en général, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant tout, ces domus, elles avaient pour but d'être habitées, donc il fallait qu'elles soient fonctionnelles. Mais évidemment, ce ne sont pas les seules choses qui ont été découvertes ici, puisque nous avons là une jolie petite collection de fer, de bronze, d'os ou encore de verre. On a aussi ici quelques lampes à huile, donc très intéressant. À l'époque, on connaissait d'autres types d'éclairage, mais c'était le plus utilisé car il était très pratique pour toutes les activités nocturnes, très facile à déplacer. Nous avons ici plusieurs enduits peints qui nous fait un peu nous imaginer à quoi pouvaient ressembler les sols. Nous avons ici des petites reconstitutions. Alors évidemment, ça a perdu en pigmentation, mais pourtant il en reste encore, donc on peut s'imaginer, car il ne faut pas oublier qu'à l'époque, nous on voit un monde très blanc de marbre, mais que tout était coloré, même les statues, quasiment tout était recouvert de pigments. J'avais entendu dire que les statues romaines qu'on connaît toutes blanches, elles n'étaient pas du tout blanches. C'est ça, pour la plupart elles n'étaient pas blanches, soit colorées, soit dorées, mais en tout cas elles étaient recouvertes. D'ailleurs, là, on voit bien la différence tout au fond. On s'est amusé à reconstituer ce à quoi pouvait ressembler justement ce plaquage à l'origine avec des couleurs. Donc voilà, c'était vraiment très saturé, les espaces en couleurs dans les maisons. C'était pas du tout sobre comme on pouvait s'imaginer. Oui. On s'est souvent imaginé un peu une classe romaine très épurée. Mais le marbre avant tout. Voilà, c'est ça. Mais pas du tout. C'était vraiment quelque chose de beaucoup de motifs, beaucoup de couleurs. Et nous allons finir dans ce musée par une autre petite collection assez unique. Il s'agit des pièces romaines que nous avons juste là. Donc les pièces sont assez faciles à dater puisque généralement elles sont estampillées de l'empereur sous lequel elle a été faite. Et donc ici nous avons pu identifier plusieurs empereurs et nous constatons vraiment que la datation est très vaste puisqu'elle va du 1er au 4e siècle de notre ère. Donc voilà, ça montre vraiment une phase d'occupation très grande. Il faut quand même réussir à le voir, l'empereur. Oui, il y en a qui sont difficiles à voir. Heureusement, on a des instruments assez minutieux pour précision. Parfois, on arrive à lire encore des inscriptions. D'accord. Voilà, certaines, ouais. Donc voici, ça sera tout pour ce petit musée. Maintenant, je vous propose de descendre à ce que vous attendez tous pour la domus. Pour descendre, je tiens quand même à préciser que ce que nous allons voir, évidemment, ce n'est pas la domus en entier, mais seulement la partie, comme je l'ai dit, de 21 qui a été découverte. Et on ne peut que imaginer le reste. Je vais vous expliquer un petit peu jusqu'où ça allait pour que vous puissiez visualiser. Et je vais vous remettre des plans pour que vous puissiez avoir une petite idée. Donc je vais expliquer ces plans, évidemment. Ok, merci. Mais je me dis que ça sera peut-être plus pratique comme ça. Donc je vous laisse me suivre. Donc je vais dès lors aller dans les pièces, une à une, pour essayer de vous les présenter un petit peu sur un parcours. Donc là, nous sommes dans la toute première pièce, donc celle qui est nommée pièce A sur le plan.
Ah oui. Et donc elle fait 3 mètres sur 2 mètres de long. On sait que c'était une pièce domestique, mais on ignorait exactement à quel usage. On peut voir au sol une mosaïque à motif géométrique noir et blanc. Et juste à côté, voici un seuil en pierre qui amène juste de l'autre côté, donc à la pièce B, qui est en fait une galerie. Donc cette galerie, actuellement, elle fait 8 mètres de long. Mais en fait, pendant les fouilles qui ont été faites, on est déjà allé jusqu'à 18 mètres et on suppose qu'elle était encore plus grande que ça. Ok. Donc on peut voir qu'elle est irrégulière, mais on suppose que ça n'a pas toujours été le cas. On ne sait pas si c'est à cause des nombreuses constructions, diverses époques, à cause de séismes. Terrain, ouais. Mais en tout cas, voilà, il a été déformé avec le temps. Normalement, ce n'est pas d'origine, cette bosse. Et ça, comment vous pouvez le savoir que du coup la bosse n'était pas d'origine? Parce qu'en comparaison d'autres domus, en comparaison... et puis on peut voir les différents niveaux du sol, avec des machines. J'avoue que je ne suis pas professionnelle là-dedans, il faudrait peut-être s'adresser directement à un archéologue pour ça. Mais voilà, en tout cas on a la technologie qui nous permet d'arriver à savoir ça. Okay. Et donc ces pièces, on les daterait du IIIe siècle. Et en prolongation de cette galerie, nous arrivons devant une drôle de marqueterie. Déjà, pourquoi est-elle si étonnante? Premièrement, de la mosaïque au mur. Oui, c'est vrai. Normalement, la mosaïque se trouve sur le sol. Puis, mosaïque plus corniche comme ça, c'est jamais vu. Il y a un mélange d'art un peu étrange. Effectivement, il y a un mélange. C'est bien pour ça. En fait, cette marqueterie n'est pas d'époque. En 1921, quand Monsieur Petit Didier a fait cette découverte, il s'est rendu compte quand même que ça représenterait un trésor archéologique, mais il ne possédait pas la déontologie des archéologues d'aujourd'hui. Donc il a décidé de refaire sa propre mosaïque avec un mélange de tesselles antiques qu'il a retrouvé et un mélange de tesselles modernes, qui est vraiment très difficile à distinguer. Même nous n'arrivons pas trop à savoir lesquelles sont antiques et lesquelles sont actuelles. Donc on peut voir juste ici, c'est sa signature, Monsieur Petit Didier. Donc on ne connaît pas son prénom, mais on suppose que du coup ça commençait par un P. Excellent. Mais bon, on voit quand même qu'il avait un intérêt pour l'archéologie puisqu'il a marqué ici Salve Vesencio, qui signifie sauver Besançon. Ouais. Donc nous arrivons ici sur une autre petite pièce de 3,50 m de côté. Et même si nous avons du mal à distinguer, contrairement aux deux autres pièces où la mosaïque était noire et blanche, celle-ci est polychrome. Ah oui, on voit un petit peu ici le rouge, jaune, mais les couleurs ont malheureusement été quand même vachement effacées. C'est marrant, ici on voit beaucoup plus la couleur. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a de l'eau qui a dû couler, c'est pour ça que ça ressort, parce qu'il y a pas mal de poussière dessus. Donc on voit des magnifiques motifs de tresses. Et ça correspondrait plus à une mosaïque du IVe siècle. Donc elle serait plus vieille que les pièces qui sont là-bas. Okay. En revanche, si nous descendons juste ici... avant, je peux me permettre, ça c'était pour chauffer la maison? Oui, on en discutera juste après, effectivement. Mais c'est bien ça. Donc cette pièce, on a affaire là à la plus ancienne cette fois-ci. Donc à l'époque, elle était beaucoup plus grande. En fait, elle a été coupée. Regardez, on peut voir sur le plan. Ça, c'est la partie visible. Ah oui, en fait, c'est énorme. Et ça, c'est la partie qui a été coupée. Ouais. Donc là, on revient sur motif géométrique, noir et blanc. Et donc celle-là, elle daterait du 1er siècle, donc beaucoup plus vieille que les autres. Et pourquoi elle a été coupée du coup? Parce que malheureusement, à cause des édifices de la fac moderne, on n'a pas pu conserver plus que ça. Il fallait mettre une vitre, comme ça on aurait une vue sur les classes. Ça aurait été... J'invite la caméra à venir filmer ici pour même pouvoir un point voir... de vue sur le feu qui est allumé. Alors c'est trompeur, mais en fait le feu ne venait pas d'ici. Ah merde. Parce qu'ils avaient mis 2 lumières rouges ici, mais en fait le système de chauffe était derrière nous. Ah ok. Et on l'a plus aujourd'hui. Là, c'était les conduits qui permettaient de faire passer la chaleur sous le sol. D'accord. Et donc effectivement, là, il y a ces 2 canalisations qui venaient amener toute la chaleur. Donc sous ces petites pilettes de 22,5 cm. Très précis. Et donc étaient disposées ce qu'on appelle des suspensura, donc ces dalles. Il faut imaginer que vraiment elles recouvraient tout le sol. Là, on nous en reste 2,5. À tout casser. Mais voilà. Et donc il y avait déjà un système de sol chauffant. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ouais, c'est quand même... Et ça fonctionnait vraiment bien? Ah oui, apparemment c'était vraiment bien. Ok.
Enfin, après, je n'étais pas là à cette époque. Enfin, ça devait être bien pour les gens qui habitaient la villa, oui, mais c'est pas ça. pour les esclaves qui devaient se chauffer, je pense. C'est ça, exactement. Bah, encore une fois, voilà, faut bien s'imaginer que c'était des demeures très luxueuses. Donc voilà. D'ailleurs, là, on ne s'imagine pas forcément, mais tout était très très décoré, comme ce qu'on a pu voir au-dessus. Et même les céramiques, tout à l'heure, qu'on a vues, elles n'étaient pas telles quelles, elles avaient des beaux décors, etc. Oui. Malheureusement, on n'en a plus les traces. Mais vraiment, tout était très saturé, très... Ouais, c'était beaucoup plus coloré qu'actuel. C'est ça, oui, maintenant... Et donc, nous arrivons sur la dernière partie de cette visite. Là, c'est quand ils sont arrivés à l'époque du béton. Alors non, la pièce, donc ça c'est évidemment rajouté beaucoup plus récemment. En revanche, ces mosaïques sont vraiment très intéressantes. Elles sont belles. Voilà, elles n'étaient pas là à l'origine, elles ont été transportées. C'est dans les parties qui nous sont maintenant recouvertes. Ok. Et oui, effectivement, donc elles sont très belles. On peut revoir ces motifs de tresses. Et donc là, on voit qu'on est vraiment à l'apogée de Vesancio, vraiment de la richesse. Et donc, est-ce que tu sais comment sont déplacées les mosaïques? Parce que c'est quand même tout un travail. Alors, déjà, je pense pas qu'ils décollent un par un les cailloux pour les recoller Non. après. Ça doit être un sacré travail. J'imagine qu'ils découpent des blocs un peu comme des blocs de marbre. Ouais. Alors, il y a plusieurs techniques possibles. Dans d'autres pays, on en utilise encore plus, mais qui nous semblent un peu trop risquées. Par exemple, en Syrie, ils veulent tout enlever d'un bloc. Voilà. Mais déjà, premier problème, il faudrait détruire les murs qu'il y a autour pour pouvoir l'extraire. Bon, là, elle a juste été déplacée là, donc ça va, mais généralement, c'est pour amener dans un musée, donc c'est complexe. Et puis, la qualité de la mosaïque ne réside pas dans les tesselles, mais vraiment dans le substrat qui est en bas. Et donc, ils l'entoilent et ils mettent des planches en dessous, mais ce serait trop risqué. Voilà, donc nous, on a préféré ne pas opter pour ça. En revanche, quand on découvre une mosaïque, la première chose qu'on fait, ça va être, quand on voit qu'on arrive à la mosaïque, déjà d'utiliser des outils plus minutieux, faire des repérages photos, puis on va venir la consolider en mettant du plâtre entre les tesselles. Et aussi, souvent, elle peut être un peu gonflée, gondolée comme là-bas. Donc, on va prendre une planche et on va aplatir avec un marteau. Donc ça, c'est vraiment la toute première étape. Ensuite, on va avoir deux choix. Soit on va placer une feuille de papier dessus avec... en fait, on va appliquer de la colle. Et quand on applique la feuille, on va bien voir que toutes les tesselles doivent ressortir, qu'elles sont bien collées pour être sûr que ça adhère bien. Puis on va venir, donc comme ici, effectivement, découper en suivant les motifs. Donc là, on voit un petit peu, ça doit faire maximum 80 cm. Ou alors, deuxième possibilité, qu'on se doute moins, on peut la rouler. Ah ouais. Ça dépend en fait du substrat qui est en bas, s'il est plus ou moins malléable. Voilà, donc on vient mettre cette feuille, une toile, et puis on peut rouler. Et donc on peut observer au musée, il y a plusieurs de ces techniques qui sont observées. Des fois, ça doit être sympa. Donc voilà, j'espère que ces petites merveilles de la Domus vous ont plu, et c'est ce qui a valu notamment d'être classé en 2006 monument historique. Les monuments historiques, ok. Voilà, cette jolie Domus. C'est vraiment intéressant, c'est super beau à voir. Bon, je vois, il y a plein de morceaux. Oui, alors on a plein de morceaux dont on ne sait pas quoi faire. Ici, on a vu plein de tesselles là-bas dans des bacs, mais malheureusement, les musées, ça les intéresse pas forcément, on n'a plus de place. Donc pour le moment, ils sont là. Peut-être que plus tard, dans un avenir, on pourra envisager de refaire des recherches à partir de ça. Mais c'est vrai que pour le moment, ils sont entreposés là. C'est dommage de les laisser là, parce que je pense qu'on pourrait faire des trucs super intéressants. Oui, c'est ça, mais malheureusement, encore une fois, manque de moyens. Ouais, forcément, oui, c'est toujours ça qui joue. Alors, quels sont les défis liés à la conservation d'un site archéologique sous une institution moderne? Alors déjà, je dirais que le tout premier défi, c'est financier, parce que malheureusement, on connaît les techniques pour bien conserver, mais on n'a pas forcément les moyens de les appliquer. Donc c'est d'ailleurs pour ça que la majorité des choses ont été renfouies, parce que généralement c'est même mieux conservé en étant renfoui, peut-être pour plus tard être redécouvert, mais que les déterrer sans avoir les moyens d'après s'en occuper. Après, le deuxième défi, je dirais que c'est niveau sécuritaire, puisque un site comme ça doit être aménagé. Les installations que nous avons là, notamment l'éclairage, la passerelle, c'est seulement là depuis 2011. Donc avant, impossible de faire venir du public, c'était vraiment que des professionnels. Que là, maintenant, on peut quand même organiser quelques visites, tout ça, mais ça reste encore limité. Donc je dirais que c'est vraiment les deux plus gros défis. D'accord, ok.
Quelles sont les prévisions à venir? Est-ce que le Domus restera toujours sous la fac? Alors, pour le moment, effectivement, La Domus, c'est... pardon. La Domus? Oui, la Domus. La Domus, Oui, on a tendance à croire que c'est masculin Oui, c'est vrai, parce que souvent les mots en ous sont de deuxième déclinaison en latin et du coup masculin, mais ça marche pas pour En plus, Domus. c'est instinctif, une vraiment, ça sort tout seul. Oui, non, donc c'est bien la Domus. Et du coup, pour le moment, elle a prévu de rester là. Enfin, elle ne devrait pas bouger. Pareil, ses collections devraient rester ici. Peut-être si on nous a donné les moyens de refaire quelques analyses, mais et puis d'ouvrir encore une fois au public, comme ce que nous faisons aujourd'hui aussi, essayer de la faire connaître. Mais sinon, rien de particulier en prévision. Parce que c'est une question que je rajoute, c'est est-ce que du coup vous voulez faire vraiment découvrir au public et à ce compte-là faire une billetterie, des visites avec médiateurs, médiatrices? Une billetterie, ce serait un peu trop compliqué, surtout qu'on veut vraiment laisser ça ouvert à tous et gratuit. Pour toutes les journées du patrimoine, etc., c'est vraiment, on ne fait rien payer, c'est des bénévoles qui viennent, donc soit de l'association Sucellus qui regroupe des étudiants d'histoire de l'art et d'archéologie, ou alors par des professeurs également. Voilà, il y a vraiment comme une volonté de démocratiser ça. Il ne faut pas que ce soit un inconvénient financier pour les gens. Voilà, c'est vraiment d'ouvrir ça à tout le monde, juste dans la limite de notre temps possible. Il me semble que tous les étudiants n'ont pas forcément connaissance de la Domus sous la fac. Donc, est-ce que c'est volontaire? Non, c'est pas volontaire. Généralement, nous, en tout cas en histoire de l'art et archéologie, évidemment, on fait une énorme sensibilisation là-dessus, puisqu'on est les principaux concernés. Pareil, les étudiants d'histoire, souvent, ils en ont quand même vachement conscience. Après, on essaie de faire de la publicité, mais c'est vrai que ça reste avec des moyens limités. Et du coup, des fois, il y a des fiches de diffusion, des choses comme ça. Mais malheureusement, ça ne touche pas tout le monde ne peut pas le voir. Mais c'est pas volontaire. Si on pourrait, Parce que, après, peut-être de mettre juste un panneau devant avec écrit Domus ou je ne sais quoi. Après, je dis ça comme ça, mais... Comme ce qu'on disait tout à l'heure, tout le monde n'a pas conscience non plus de ce qu'est une Domus. Donc, il faudrait essayer de l'expliquer. Mais on essaie des fois de faire des affiches, des choses. Mais oui, c'est parfois compliqué. Alors, quelles sont les implications pour les étudiants et pour la fac, pour les étudiants en archéologie, d'avoir une Domus directement sous leurs pieds? Déjà, forcément, c'est toujours bénéfique de pouvoir voir directement sur le terrain, constater de nous-mêmes ce que c'est, puisque des fois, on étudie des choses en cours, mais ça nous paraît lointain. Là, on a les preuves devant nous, on peut venir contempler. C'est vrai que c'est toujours un plus. Puis ça nous aide aussi, comme si on veut s'investir dans les visites, etc. Ça nous aide à l'oral, ça nous aide à prendre confiance. Si plus tard, on veut justement rentrer dans un milieu où on aura besoin de faire comprendre, de faire visiter. Voilà, il y a tout un tas de choses, évidemment, que c'est bénéfique pour nous. Est-ce que c'est vrai que du coup, le directeur de la banque qui a découvert la Domus a au début voulu en faire sa propriété pour pouvoir voler tout ce qu'il y avait dedans? Alors, du coup, c'est la question du mobilier qui a disparu. Ouais. Est-ce que c'est lui qui l'a ou pas? Alors, je n'ai pas la réponse parce que malheureusement, on manque de traces. C'est ce que je disais, on ne sait même pas son prénom au monsieur. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile de le retrouver. C'est difficile de le retrouver, ça date d'il y a longtemps. Je ne pense pas qu'il soit encore en vie alors qu'il était déjà adulte en 21. Mais effectivement, c'est une des possibilités que ce soit lui qui ait volé tout ce... Franchement, je trouve ça sous ma maison. Donc ouais, j'en parlerai pour que ce soit découvert, mais en même temps, il y aura peut-être quelques petits trucs dans ma poche avec. Surtout qu'aujourd'hui, on a des règles qui fait que si on a une propriété vraiment qu'on vient d'acheter, on est obligé de redonner les trouvailles archéologiques. Mais à l'époque, c'était pas le cas. C'était vraiment ses propriétés à lui, donc il en faisait ce qu'il voulait finalement. Oui, ça change tout. Moi, je le prenais pour un gros voleur, mais en fait non, c'est normal. En fait, à l'époque, il avait le droit. Bon, par contre, même à l'époque, je pense que s'il aurait eu à faire un vrai archéologue, la marqueterie, je pense pas qu'il aurait apprécié. Ouais, c'est une malédiction cette marqueterie faite à la main comme ça. Là. Finalement, elle est jolie, mais c'est pas du tout déontologique. C'est un peu difficile de tout remettre dans l'ordre du coup. Oui. Et je voulais aussi me dire, parce que du coup, ce qu'on a visité, donc c'est une grosse partie qui a été recouverte, donc on n'a pas pu visiter. En termes de taille, du coup, ça faisait combien de fois plus grand la villa C'est difficile à dire parce que du coup, on n'a pas pu tout explorer. Et surtout qu'on ne sait pas si tout était lié, comme il disait par exemple le bâtiment qui est vers l'amphithéâtre. On sait que ça appartenait pas proprement à la Domus, c'était lié. Du coup, c'est assez difficile d'arriver à distinguer ce qui était ce qui était proprement parlé de la Domus et ce qui était autre. Donc,
de sûr, elle était au moins 2 fois plus grande que ça c'est sûr, Ok. à 100%. Mais déjà, il y a juste à voir pour la galerie. Là, on a 8 mètres, puisque je Oui. disais qu'elle est à plus de 20 mètres. Mais il y a des espaces qui n'ont jamais été D'accord. découverts, notamment du coup, sous la banque actuelle, puisque maintenant, si on veut fouiller, bon, c'est compliqué avec les édifices, mais ça nous appartient ici. Que là-bas, ça nous appartient pas non plus. Donc Oui, c'est sûr que fouiller c'est sous trop la banque, compliqué, c'est compliqué, c'est clair. c'est ça. Ok, ouais, parce que ça devait être énorme quand même. Rien que de regarder comme ça, c'est Ouais, impressionnant. oui, c'était, ouais. Ben, je te remercie du coup d'avoir été là avec nous aujourd'hui pas de et de souci, nous avoir donné c'était un toutes ces plaisir. informations. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir.